Salutations à tous et bienvenue à Overtime, épisode 28 de la saison 2. Déjà? Avec moi, David Pietronigro. Déjà, épisode 28, la saison qui file à toute allure. Et là, c'est les pré-playoffs qui ont pris une drôle de tournure encore cette saison. Je vais y aller comme ça. On va en parler évidemment dans la prochaine heure. On va parler également de Swiss League. Et on va faire le bilan de Genève Servette, évidemment, puisque c'est une saison terminée pour Genève Servette. Donc, un menu quand même intéressant, David. Oui, c'est vrai. Salut tout le monde. C'est vrai que pour l'instant, on est déjà à l'épisode 28, mais on rentre dans la meilleure partie de la saison. L'image de certaines équipes, Jonathan, j'ai envie de te dire que nous aussi, on monte gentiment en puissance pour arriver au meilleur moment de la saison. Et pour pas être finalement tout seul et puis blablater en très très bonne compagnie, eh bien, je vous propose de vous présenter celui qui va nous accompagner aujourd'hui. Salut Régis Cerf. Salut David, salut tout le monde. Ouais, toi aussi, je crois que tu commences un petit peu à t'impatienter, que ça commence vraiment ces playoffs, mais avec les pré-playoffs, on a quand même été gâtés. Pour l'instant, le spectacle, même s'il n'y a pas énormément de buts dans ces séries, est quand même à la hauteur. Ah ouais, clairement, moi je trouve que la barre a été placée très très haut. On s'y attendait quand même un petit peu, mais on a été servi quand même avec des équipes qui ont une grosse intensité dès l'entame des pré-playoffs. Enfin, on dit pré-playoffs, mais on est déjà en playoffs pour ces équipes. On l'a bien senti lors des deux rencontres, des deux séries qui se sont disputées jusqu'ici. On a une énorme intensité du jeu physique. Il y a également les ingrédients qu'on aime, le suspense dans chacune des rencontres, des entraîneurs, le public qui joue le jeu. Vraiment, je trouve que c'est excellent, cette mise en bouche en vue des quarts de finale, et ça pouvait guère débuter mieux. Bon, on salue aussi tous ceux qui sont dans le chat, déjà fortement David, présents. Mais... Ouais, et David, ta chemise fait réagir. Moi, je l'adore, ta chemise. Je suis un gars qui aime beaucoup le jaune. Et il y a Lido qui dit un peu de couleur pour le printemps. Parce que oui, c'est l'arrivée du printemps aujourd'hui. Mais par contre, il y en a qui sont un peu moins fans. Il y a Marc qui nous dit « elle fait mal aux yeux ». Baissez l'intensité de votre écran si vous voulez, mais c'est un petit peu le maillot des flammes du maillot de top scorer si vous voulez. Donc voilà, ou le maillot jaune si tu veux. Parce que tu es notre top scorer à MySports. Voilà. Je peux encore ajouter quelque chose. On peut plus le cacher. On n'entend pas très bien Joe. Je ne sais pas si tu arrives encore à booster un petit peu ton micro, mais je t'entends faiblement. Et maintenant, est-ce que tu m'entends mieux? À peine. Ouais, il va falloir tendre l'oreille. On essaye de régler ça, bien sûr. Je vous propose, bien sûr, de poser le maximum de questions dans le chat. On est là pour ça, pour répondre à un maximum de vos questions. Et puis, allons-y. Commençons par la première thématique qu'on a retenue. Jonathan, on va parler de la série de pré-playoff entre Lausanne et Ambry. La seule série qui va connaître son dénouement demain. Donc, les Vaudois qui ont gagné le dernier match contre Ambry 2-1 à la Gotardo Arena. Régis, je pense que c'était le plus gros défi pour Lausanne d'aller gagner dans cette patinoire parce qu'on sait à quel point il y a eu de l'ambiance depuis dans cette course au pré-playoff. C'est une équipe qui était vraiment portée par son public et Lausanne a fait quand même un grand coup en allant chercher cette victoire hier. Mais je pense qu'on savait que le scénario qui nous était proposé était possible il y a 3 jours. Qu'il y avait de la pression sur Lausanne. 2 équipes quand même. Il ne faut pas l'oublier, Ambry a fini très fort son championnat. On a beaucoup parlé de la fin lausannoise qui était excellente. Vraiment une fin tonitruante sur quasiment toutes les rencontres. Mais Ambry aussi a surfé sur la vague. Et puis il y a eu ce premier match qui a mis les Lausannois... quand même un peu dans le trouble parce que il faut dire Ambry a bien joué le coup, avait bien préparé son match. Il y a quelques joueurs qui sont très en forme. On a découvert aussi un gardien Juvonen qui était capable de faire gagner des matchs. Résultat des courses, on se retrouve hier avec une équipe lausannoise dos au mur. Évidemment, pour elle, on ne peut pas se faire éliminer comme ça par le 10e, il faut réagir. Mais ce n'est pas le tout de réagir. La patinoire était pleine, elle était... délirante, question ambiance, c'était de la folie. Puis malgré tout, les Lausannoises sont restés dans leur match. Ils savaient que la recette qui avait fonctionné, qui pouvait fonctionner, c'était probablement pas très différente de celle qu'ils avaient essayé d'appliquer 2 jours avant. Donc ils ont pas fait la révolution non plus. Ils sont arrivés aussi avec leur certitude. Je pense que pouvoir compter sur la confiance, ça aide aussi un match comme ça. Et sans vraiment modifier leur recette,
bah, ça a à nouveau pas été simple. Même score, mais inversé cette fois-ci. Je pense que chapeau quand même de ne pas avoir tremblé, de ne pas avoir douté aussi, d'avoir peut-être quand même, il faut le dire, le gardien en face était un tout petit peu moins exceptionnel que d'habitude, mais je pense que c'est aussi un homme, et puis il savait que tôt ou tard, ça pouvait un petit peu laisser quelques failles. C'est pas grand-chose, mais un but comme le deuxième, ben voilà, on se dit qu'il était probablement arrêtable, ce puck. Ça fait toute la différence. Ça se joue sur des détails. Je pense que Lausanne aurait pu connaître le même sort que Genève. Mais bon, chapeau à eux de ne pas avoir douté, d'y avoir cru, d'avoir fait un match sérieux. Je crois que c'est ce qu'on doit remettre un petit peu en avant aussi dans cette équipe de Lausanne qui a quand même changé beaucoup de choses tout au long de sa saison et qui là, dans le moment peut-être le plus important de sa fin de saison, reste sur ses acquis, reste sur ce qui a fait sa force pour terminer 7e et presque être en play-off et tout ça. On n'a pas chamboulé ce que l'on a construit, sur lesquels on s'est basé pour aller de l'avant, et le Lausanne Hockey Club est ressorti vainqueur de la Gotardo Arena, ce qui n'était pas donné à tout le monde d'avance. Beaucoup s'y sont cassés les dents dans cette fin de saison quand Ambry est monté en puissance. On est resté calme, c'était un match fermé. Autant le match 1 à la Vaudoise Arena, je l'imaginais beaucoup plus ouvert et en faveur des joueurs du LHC. Le score aurait dû l'être si Lausanne, Jonathan, avait transformé aussi ses occasions lors du match 1. Mais au match 2, ça c'est clair que quel que soit le scénario du match 1, on allait s'attendre à un match beaucoup plus fermé. Et Lausanne a eu les nerfs. Et je dois vous dire presque quand Lausanne ferme boutique derrière au 2-1, sans vraiment aller forcément chercher le 3-1 tout de suite, s'il se propose, oui. C'est quand même une des meilleures défensives avec un bon gardien. Ils ont réussi à tenir le résultat. Ce que disait Jérôme Beuchin, notre commentateur qui a commenté la rencontre, Ambry n'a pas beaucoup mis en danger Boltzhauser dans les dernières minutes non plus. À ce point-ci de la saison, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Tout le monde doit pousser dans la même direction. Tout le monde doit se sacrifier. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, Lausanne, depuis le début janvier, Lausanne est en mission pour aller chercher une place en play-off. Et lorsqu'on a une avance comme ça de 2-1 à Ambry, on doit arrêter de penser au spectacle, on doit seulement penser aux résultats. Tu joues sur la route, devant un public qui est en feu, un public qui est intimidant. Tu dois absolument garder le jeu le plus simple possible, fermer l'enclave, fermer la ligne bleue et compliquer la vie d'Ambry. C'est à Ambry de faire le match, c'est à Ambry à aller gagner chez eux. Et Lausanne a très bien joué là-dessus, a très bien fermé le match au bon moment. Et c'est tout à leur avantage. Et on aura droit à un match numéro 7, mais c'est le match numéro 3, là, mais au match ultime demain à la Vaudoise Arena. Et Francis Paré, dans son entrevue d'après-match, évidemment a vanté l'ambiance qu'il y avait à la Gotardo Arena. Souhaitons à Lausanne que ce soit une ambiance sensiblement pareille à la Vaudoise Arena. Je peux te dire qu'ils n'auront pas trop de peine à remplir cette patinoire normalement, parce qu'il y a de l'enjeu, il y a de la pression, il y aura des émotions, et si le public vaudois qui a été si beau et si incroyable toutes ces dernières années n'arrive pas à remplir cette patinoire, ça serait une déception de ne pas pousser les leurs. Bien sûr, dans les satisfactions de ce match 2, Jiří Sekac qui a réagi aussi, forcément de son doublé, ça l'a aidé aussi de se mettre en lumière, mais cette première ligne a aussi a eu peut-être un petit peu plus de possibilités de se mettre en avant. J'ai beaucoup aimé toute l'attitude défensive, emmenée bien sûr par Gernat, qui est le leader peut-être de cette défensive, mais tout le monde, vraiment l'organisation avec Boltzhauser au but, on avait changé de gardien, ça a réussi. Donc il y a quand même beaucoup de satisfaction, même si le score n'a été que de 2-1. J'ai l'impression, Régis, que pour ce match décisif de demain soir, qu'on pourrait repartir avec Boltzhauser, ça aurait tout son sens, mais que si Lausanne veut s'éviter des sueurs froides, il va falloir peut-être faire la décision rapidement dans le match, parce que sinon, tout est ouvert et tout est dangereux forcément quand on est quand même le favori de cette série. Alors comme ça, moi j'imagine un scénario où ça va être à nouveau serré à un bémol près. Je me demande quand même s'il ne pourrait pas commencer à y avoir de la fatigue du côté d'Ambry, qui est quand même une équipe qui est plus limitée. Et je trouve que ça s'est quand même un peu senti sur la longueur. Il y a quelques joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Un Macmillan, il est toujours un poison. Mais il n'y a pas 4 blocs comme on a quasiment à Lausanne, même si la 4e est peut-être un peu moins flamboyante, mais on est moins fourni au niveau de l'effectif. Il y a la question aussi de Zwerger. Est-ce qu'il sera là ou pas? Et je pense que pour Ambry, c'est vraiment très, très important de savoir si Zwerger est là ou pas. On peut légitimement penser qu'il a reçu une sacrée secouée. Après, pour un match décisif,
peut-être quand même qu'il va être sur la glace. Moi, je me demande quand même si cet aspect fatigue va pas rentrer en ligne de compte et peut-être que si ça se passe pas bien pour Ambry dans le début de match, qu'il pourrait recevoir un coup sur la tête et que ça pourrait être plus compliqué. Mais ça, c'est encore du hockey fiction. Hein. Évidemment, hein, ça peut être très très serré, il peut y avoir un contre et puis Ambry met tout de suite Lausanne dans le trouble. Je pense que ça va être quand même dans l'ensemble bien serré au début, mais il y a peut-être un aspect qui rentre en ligne de compte qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, c'est la profondeur de l'effectif qui impacte aussi la fatigue du côté léventin plus que du côté lausannois. Après, pour toi, Régis, la pression, elle est plus forcément sur les épaules lausannoises. Ambry, j'ai envie de te dire, n'a pas grand-chose à perdre, à part que d'essayer de marquer une nouvelle fois ce premier but et de mettre peut-être les jambes, les muscles vaudois de manière encore plus tétanisée, non? Ah ben ça c'est sûr qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ne jouent pas avec la pression, ils ne jouent pas avec le trouillomètre à zéro. Hein. Jusqu'à présent, on l'a vu, ils jouent crânement leur chance. Je pense qu'ils le font magnifiquement bien jusqu'à maintenant. Parce que, eh ben oui, sur le papier, on ne les imaginait peut-être pas être autant poil à gratter qu'ils le sont face aux Lausannois. Donc oui, ils vont jouer, mais il y a des fois où il ne suffit pas de se dire dans la tête on y va, on lâche tout, ça peut être notre dernier match de la saison, ça peut être des fois un peu plus compliqué quand même. Ouais, mais c'est des vraies batailles quand même sur cette glace. C'est pré-playoff. Moi, le concept, je l'aime toujours. Je l'ai dit avant qu'avec finalement ces possibilités d'être éliminé et possibilités que cette saison, si on avait qualifié les 8, le suspense aurait été rapidement levé et tout ça. Et on voit qu'on est déjà en mode playoff en fait. On peut enlever le pré dans la préparation de ces 4 équipes. Oui, puis c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs dans l'entrevue de Marc Arcobello à la fin du match Genève-Lugano. Et Arcobello a dit, a parlé que l'équipe est en mode playoff, pas que l'équipe est en mode pré-playoff. Et oui, c'est un avantage pour après entrer en playoff avec du momentum. Moi aussi, j'aime quand même le concept des pré-playoffs. Par contre, si on en parle à Genève ce matin, peut-être pas. Peut-être qu'ils ne sont pas de notre avis. Mais moi, ce que j'ai un petit peu plus de peine, c'est le 2-3. J'aurais préféré peut-être une série au meilleur des 5, mais c'est vrai que ça allongerait beaucoup le processus. Ça ferait surtout des congés très longs pour les équipes qui se qualifient directement au play-off. Donc, c'est discutable, mais oui, ça donne du spectacle parce que sur les deux pré-playoffs ont été hyper intéressantes. Ça a été des matchs serrés. Ça, ben, c'est tout à notre avantage comme téléspectateur de vivre ce genre de match-là. Moi, je pense qu'il y avait mieux à faire parce que si vous regardez le calendrier, on a fini le championnat lundi dernier, on a commencé les pré-playoffs que 4 jours après. Pourquoi on ne les commence pas 2 jours après? Donc là, on gagnerait 2 jours. Les quarts de finale, ils vont, à l'exception d'un match qui a été avancé à mercredi, ils vont commencer que vendredi. Donc on a de nouveau laissé 4 jours. Ça veut dire qu'on aurait pu faire un best of 5 là-dedans sans faire jouer les équipes 2 jours d'affilée. Voilà. Donc, je pense que les équipes, elles ont tranché pour un best of 5. Peut-être que ça sera remis un petit peu en question à l'avenir. Parce que n'oubliez pas là, si ça continue, on peut quand même se retrouver avec 2 années de pré-playoff, avec 2 fois le 9e et le 10e qui se qualifient. Hein. La saison passée, c'était ça. C'était Rapperswil et Berne qui étaient 10 et 9 qui s'étaient qualifiés. Et cette saison, on a déjà le 9e qui élimine le 8e. Et on a quand même été pas loin déjà de l'élimination du 7e. Donc, ça pourrait remettre en question certaines certitudes quant à ce best of 3 qui fait beaucoup parler. Mais dans l'ensemble, hein, quand même, ces pré-playoffs, il n'y a pas grand monde qui dit c'est une absurdité. Ça a mis beaucoup de choses supplémentaires dans l'attrait sur la fin du championnat régulier. Ça a vraiment donné un coup de boost à nous aussi. Hein. On est content d'aller commenter un match quand on a un match qui a de l'intérêt plutôt que de simplement se dire ils peuvent être 3e ou 4e, quoi. Et il y a aussi un aspect financier à tout ça parce que Ambry Piotta, par exemple, en étant 11e, au moment à 2 semaines et demie avant la fin de la saison, la patinoire aurait normalement été peut-être vide. Alors que là, tu remplis ta patinoire, tu vends des billets, de la nourriture. Je peux dire qu'ils en auraient vendu beaucoup plus des billets hier, hein, à mon avis, du côté de la Gotardo Arena. Et là, c'est un match supplémentaire à la maison, en pré-playoff. Il y a tout ça aussi qui est hyper intéressant parce qu'en fin de saison, déjà les spectateurs étaient au rendez-vous. Déjà les spectateurs étaient en mode, playoff, course aux séries, intéressante. Donc, pour ce qui est de la santé financière des clubs, ça peut être intéressant aussi. Je pense peut-être plus que... après, je ne les ai pas vécus
les séries de relégation, parce qu'évidemment, depuis que je suis à MySports, il y a eu le COVID, les playoffs ont été annulés et tout. J'ai jamais vécu les séries de relégation. C'est toi le chat noir de la... Mais je pense quand même que c'est plus vendeur une course au pré-playoff qu'une course à la non-relégation. Ouais, on nous dit dans le chat, si on se plonge un peu, que si Lausanne ne remplit pas sa patinoire demain soir, c'est quand même honteux. C'est Gaëtan Grossrider qui nous le dit. D'autres disent, Lausanne offre des billets, donc si on n'arrive pas à remplir, c'est pas possible. Et il y a Fabrice qui nous dit, mais qu'est-ce qui manque à Lausanne pour être plus performant devant le but? Alors qu'un autre abonné nous dit, mais qu'est-ce que présente comme jeu finalement Ambry? Alors Ambry a beaucoup de cœur, une énorme volonté, parce que qui les voyait encore en pré-playoff à 6-7 journées de la fin, alors qu'ils ont fait un final de fou, que même Berne n'a pas compris ce qui lui est arrivé dessus et qui s'est fait manger 2 fois dans des matchs à confrontation directe, en prêtant en plus Cory Conacher qui a essayé aussi de tirer son épingle du jeu dans son nouveau club et tout ça. Donc Ambry a mis ça à l'œuvre, il le remet là. Je suis d'accord que c'est peut-être pas le plus beau hockey sur glace, mais il n'y a pas la profondeur comme tu le disais avant Régis et tout. Et Lausanne, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à Lausanne peut-être pour être plus dominant? Des buts, de transformer ses actions en buts, parce que sur l'ensemble des 2 matchs, si c'est 2 fois 5-1, il n'y a pour moi pas de scandale en faveur des Vaudois. Peut-être moins sur l'acte 2, mais en tout cas sur l'acte 1. Mais est-ce qu'on peut parler de finition manquée de Lausanne ou d'un très bon gardien de but Ambry? Régis, je sais pas, mais moi, le gardien Juvonen m'impressionne. Oui, peut-être les 2 buts qu'il a concédés hier à Lausanne, peut-être qu'il aimerait revoir ces tirs-là, mais dans l'ensemble, je pense que Lausanne fait face aussi à un gardien de but en pleine possession de ses moyens. Ouais, je pense qu'un bon buteur, comme on peut en trouver, pourrait faire du bien encore aux Lausannois pour débloquer un peu plus les situations offensivement parlant. Sekac met 2 buts hier, c'est l'homme providentiel. Il est vraiment sur un trend ascendant qui est remarquable, mais peut-être qu'il manquerait un buteur suisse là-dedans. Je lis dans le chat le nom de Malguin. Oui, probablement qu'un Malguin ferait du bien pour avoir un playmaker et aussi un gars qui sait marquer. C'est sûr qu'il n'est pas dans cette équipe et aujourd'hui, il ferait peut-être la différence pour le LHC. Moi, je pense qu'il ne manque pas grand-chose quand même dans l'ensemble de cette équipe pour être au top. Mais en face, il faut aussi voir qu'on a une équipe d'Ambry qui est surtout là pour défendre, pour contre-attaquer. Je me permets la comparaison, je ne sais pas si elle plaira à tout le monde, mais je pense qu'on peut un peu comparer à ce que Rapperswil a proposé la saison passée, pas cette année, mais la saison passée. Je me rappelle avoir entendu le discours de Stéphane Rochette et je me permets de le reprendre. Si on avait tous des équipes comme ça, on ne passerait pas des très très bons playoffs parce que il faut aussi des équipes qui sont capables d'amener du spectacle. Si on compare les 2 séries de pré-playoff, il y avait quand même une équipe qui était un peu plus défensive, qui misait davantage sur les contres, sur les 3 qui sont engagés, alors que dans la série entre Lugano et Genève, on avait 2 équipes très proches d'un point de vue du jeu et capables, avec le talent suffisant, il faut le dire. À Ambry, on fait avec les moyens, on fait avec le talent, on le fait remarquablement bien vu l'équipe qu'il y a, mais je pense qu'intrinsèquement, il n'y a pas photo entre les 2 équipes. Ça ne veut pas dire que c'est Lausanne qui passera demain. Ça reste le favori. On sait que des fois, ça ne suffit pas. Quand ça se joue sur c'est peut-être du 60-40 demain, voilà. Tu vois, Régis, c'est ça. Ouais. Moi, je dirais aller 2 tiers, 1 tiers, si je devais mettre une petite piécette. Il y a Georges-Henri dans le chat qui dit que ça manque de créativité à Lausanne, mais c'est sûr qu'en pré-playoff, peut-être qu'on joue avec la canne un peu plus serrée, peut-être qu'on essaie d'être un peu moins créatif, garder les jeux simples et miser sur le talent qui est supérieur à Lausanne qu'Ambry. Il y a également Fabrice qui dit Ambry dépend de son gardien, un peu comme Gauthieron dans les années Sébastien Caron. Mais en même temps, nommez-moi des équipes championnes et nommez-moi le gardien de but qu'il y avait devant. Pour te rendre loin en play-off, tu as besoin d'un bon gardien. Ça, c'est une certitude. Donc, tant mieux si on déniché et c'est un peu, je dirais pas par chance, mais à la base, si Benjamin Cons ne se blesse pas, je suis pas certain qu'ils vont chercher Juvonen, même s'il est disponible. Donc, ça aura finalement... Est-ce que Benjamin Cons aurait eu les mêmes succès que Juvonen à voir? On ne le saura jamais. Mais pour l'instant, du moins, il s'adapte très bien à son équipe. Je vais quand même remonter dans le chat parce qu'il y a eu énormément de commentaires dans les dernières minutes. Vous êtes très actifs. Merci beaucoup. Continuez. Il y avait... j'ai perdu la question. Voilà, j'y arrive.
Il y avait Christophe qui disait ça va être chaud pour Fribourg contre Ambry et ou Lausanne. Ben, pas de « et », là, mais ou Lausanne. Oui, parce que tu vas affronter évidemment des équipes qui vont être en pleine confiance, des équipes qui vont venir de gagner une série. Et on l'a vu avec la célébration de Lugano. Quand tu remportes une série, qu'elle soit pré-playoff ou non, il y a une espèce de synergie, il y a de la fête et tout. Il y a une ambiance qui se crée aussi dans ton équipe qui est très intéressante. Florent demande, est-ce que l'intensité mise par Ambry ou Lausanne ainsi que l'éventuelle fatigue due à l'enchaînement des matchs pourrait-elle devenir positive pour... Bon, là, j'ai perdu évidemment le commentaire. Il y a trop de gens qui écrivent, donc ça nous ramène chaque fois en bas du chat. Mais la question, grosso modo, là, c'était est-ce que Ambry ou Lausanne pourrait être ennuyé par la fatigue de ces matchs à répétition? On sait que les deux ont eu des fins de saison très occupées. Là, tu enchaînes avec les pré-playoffs et ensuite tu affrontes une équipe qui est au repos. Est-ce que vous voyez, messieurs, un avantage à Fribourg ou un avantage à l'équipe qui joue plus? Si ça devait être Fribourg-Lausanne, l'affiche en quart de finale, ça sera méchamment équilibré et très difficile à peut-être sortir un favori. J'ai plus l'impression que si c'est Ambry qui passe demain en gagnant en terre vaudoise, la fatigue, ils vont commencer à la payer parce qu'ils n'ont pas cette profondeur de banc nécessaire pour pouvoir tenir toute une série. Rapperswil, l'année dernière, avait aussi peu de blessés et avait aussi déjoué les pronostics en étant sur un style de jeu précis. Le style de jeu d'Ambry maintenant est connu, donc on peut aussi croire que Christian Dubé pourrait s'adapter au style de jeu des Levantins. Mais peut-être que Christian Dubé, en ce moment même, et toute l'équipe de Fribourg-Gotteron, prie pour que Ambry passe, qui sur le papier paraît un adversaire plus favorable à la formation des Dragons que du Lausanne Hockey Club. Je sais pas, je me trompe? Régis? Il en reste sans voix. Je vous entends plus. Voilà. Non. Alors, bon, mon sentiment, c'est que oui, clairement, je pense que Fribourg a tout intérêt à ce que ce soit Ambry. Non seulement ça reste un excellent souvenir, puisqu'il les avait déjà sortis une fois en quart de finale, et visiblement, c'est la dernière fois que les Fribourgeois ont passé le cap du premier tour des Voilà, ça date d'il y a 8 ans, mais en plus, c'est clair qu'au niveau de l'opposition, sur une série qui peut aller aux 6-7 matchs, je pense que sur la longueur, les Fribourgeois vont retrouver cette intensité, vont y arriver. Maintenant, si c'est Lausanne, c'est sûr que ce serait une opposition plus consistante, j'en suis persuadé. Tout sera plus compliqué, mais en même temps, quand on termine deuxième du championnat, qu'on a été comme ça dominateur dans tellement de matchs, si on oublie le mois de février et le début mars, j'ai envie de dire que Fribourg doit y arriver face à Lausanne, parce que clairement l'opposition, elle est là maintenant. On arrive au stade des playoffs, je veux dire, on sera au stade des playoffs. Il n'y a plus de petites équipes et moi, j'en vois pas. Pour l'instant, je vois encore un peu Ambry, si j'ose me permettre ça, en tant que encore un peu une petite équipe, entre guillemets, je m'aime, en tant qu'équipe qui devrait être logiquement dominée en quart de finale, mais sinon, il n'y a plus d'équipe faible. Donc, Lausanne, ce sera du lourd. Moi, je vois une série, si c'est Fribourg-Lausanne, qui sera extrêmement serrée. Je pense quand même que Fribourg va sortir l'artillerie lourde après être en semi-hibernation au début du mois de mars. Donc, oui, ça va être une opposition totale, mais qui est le favori? Je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, sur les certitudes fribourgeoises de la saison, c'est Fribourg qui devrait être dominateur. Sur la fin de saison, c'est Lausanne qui prend le momentum. Voilà quoi. Ça va se jouer sur peu de choses, quoi qu'il en soit. On vous présentera toutes ces séries, nos pronostics, bien sûr, on va se mouiller comme d'habitude, pour bien sûr après qu'on nous les ressorte pour dire pour une fois vous aviez raison, pour une fois vous aviez raison. Voilà. Non mais faut dire ce qu'il y en est là, il va falloir changer notre bout de cristal parce que pour la saison régulière, on s'est un peu loupé, surtout avec Fribourg. Je sais où l'arrange Stéphane dans le studio si jamais, donc je vais ressortir celle-là. On va utiliser la sienne. Mais niveau fatigue, pour revenir à la question, moi niveau fatigue, j'y crois pas vraiment. C'est que 3 matchs de plus. Oui, il y a de l'émotion. Oui, il y a de l'intensité dans ces 3 matchs-là. Oui, c'est taxant comme match, mais ce n'est que 3 matchs. Et comme joueur de hockey, pour garder un rythme, tu veux jouer beaucoup. Là, Fribourg, déjà qu'ils n'étaient pas sur un bon rythme,
doivent se créer un momentum dès le début de Disons que de le la match série 1 quart de de finale. Fribourg-Gotteron sera important. Oui. Parce que quand tu sors de 6 défaites, hein, si je ne me trompe pas, pour terminer Ouais. la saison régulière, avec des microbes qui étaient dans ton vestiaire, ces 11 jours te servent à nettoyer tout ça et à repartir avec un bon entraînement et tout ça. Mais ça ne changera jamais de ce que tu peux apporter comme attitude et comme émotion dans un match. Ça, Lausanne ou Ambry les auront. Donc le match 1, en plus à la maison, dans une patinoire qui, on n'a quasiment aucun souci, sera pleine, sera très important, quel que soit l'adversaire pour Fribourg-Gotteron, pour essayer de partir d'un bon patin. Même que l'année dernière, ça n'avait pas suffi parce que c'est plus tard que Genève avait fait tourner la série. Non, mais messieurs, on se met dans l'avenir un peu. Fribourg commence le match contre Ambry ou à Lausanne à la maison et ils se font un peu surprendre par une équipe qui a un bon momentum, qui vient de gagner sa série. Par exemple, Lausanne qui vient de gagner 2 matchs de suite contre Ambry. Après 2 périodes, si Fribourg est méconnaissable, que les Fribourgeois perdent 3-0, est-ce qu'on va commencer à entendre siffler? Est-ce qu'on va entendre... Non. Et je sais pas, mais il y a quand même un danger de commencer à la maison quand ça fait une aussi longue pause. Oui, c'est un avantage d'avoir l'avantage à patinoire parce que ça te donne un gros boost d'énergie avant le match. Sauf que si tu sors très mal ton match, il va falloir quand même que les gens continuent à croire, continuent à encourager. Et parce que là, c'est quand même 6 défaites de suite. C'est inquiétant. Puis dans le chat, d'ailleurs, ça ressort. Fribourg a mal fini sa saison. Et c'est le sentiment. En ce moment, tout le monde, j'ai l'impression, c'est pas sur quel pied danser avec Fribourg. Est-ce qu'on y croit encore ou plus? Qui ne gagnent pas les séries depuis 2014, qu'ils ont très peu de matchs gagnés. Mais ce que dit Richard Ruffieux aussi, c'est qu'on ne va pas avoir le Fribourg-Gotteron de la fin de saison en play-off. Il devrait vraiment y avoir de nouveau le retour de l'équipe qui a tant... faites bien et tout ça, c'est ce qu'on souhaite aussi, pour la meilleure affiche possible, mais c'est une certitude que Fribourg-Gotteron a terminé la saison en se posant des questions. Et Christian Dubé l'a pas nié non plus dans les différents interventions, interviews qu'il a données et qu'il a laissées, de dire que bien sûr, lui, il aurait voulu gagner tous les matchs pour terminer même premier et tout ça dans cette fin de saison, et que bien sûr, il doute pas du système de jeu qu'il a mis en place et tout ça, mais que on n'est jamais à l'abri de rien, et puis qu'ils sont ambitieux et que le public a envie de les encourager. Peut-être qu'après le premier match perdu, pour moi, il n'y aurait pas des sifflets, ou il serait peut-être malvenu, ou peut-être d'une minorité, mais c'est clair, si la série commence à tourner, faut voir après. Je sais pas. Régis, toi? Mon sentiment, c'est que moi, j'ai jamais vu une série au meilleur des 7 matchs se jouer sur le premier match. Et admettons que Fribourg soit encore pas complètement dans ses playoffs, soit pas encore en mode playoff, alors que Lausanne, quoi qu'il en soit, ils seraient s'ils vont en quart. Je pense que c'est pas ce premier match qui est clé, mais je pense que peut-être ils auront besoin de 2 ou 3 matchs pour être complètement vraiment à fond, retrouver, parce qu'ils savent comment jouer, ils savent comment ils ont été en saison régulière, et ils n'ont pas été... alors oui, parfois, peut-être ils ont eu la réussite avec eux, mais quand même, il y avait des attitudes. Ces matchs, ils ne les remportaient pas en lançant une pièce à pile ou face. Ils les remportaient parce qu'il y avait une grosse intensité, parce qu'il y avait des lignes qui marchaient, parce qu'il y avait des joueurs qui savaient comment se trouver, parce qu'il y avait un jeu. Et je suis persuadé que c'est une équipe qui ne sera en tout cas pas aussi fantomatique qu'on l'a vu, qui va se ressaisir. Il y a des joueurs d'expérience qui savent bien. Probablement que des joueurs qui ont 34, 35 ans, quand on est au dernier match, qu'on est déjà assuré d'être dans les 2 premiers, on n'a plus une motivation, le feu d'aller se faire mal, d'aller risquer de se blesser. Mais je me fais aucune illusion, ils vont arriver à tourner le bouton sur le mode playoff, mais c'est peut-être simplement l'adversaire qui, lui, parce que sur le papier, je vous rappelle qu'on avait mis Lausanne, nous, devant Fribourg, donc c'est la preuve qu'on pensait que les Lausannois étaient quand même une grosse équipe. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir vraiment de grosses cylindrées, et moi, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un bon playoff, et on ne peut pas le comparer avec celui de l'année passée face à Genève, parce que Lausanne, ce n'est pas Genève déjà, ça joue probablement un poil moins viril, moins physique. Et puis, il y a des joueurs qui ont appris de ça. Il y a un jeu de Fribourg qui semble s'être aussi musclé, j'ai trouvé, cette saison. Donc, la série, elle ne va pas se jouer sur quelques charges qui déstabiliseront les Fribourgeois, si jamais.
Messieurs, dans le chat, en tout cas, on voit que les playoffs arrivent aussi. On se chambre, on se cherche un petit peu. Il y a certains qui sont peut-être pas supporters fribourgeois qui disent « Ah, de toute façon, les batteries sont à plat, Fribourg est fatigué, Fribourg va pas y arriver. » Mais non, les 11 jours ont servi à recharger les batteries, ça réagit et tout. Ils savent plus jouer comme depuis ces défaites et tout ça. Allez, je suis méchant, c'est Jérôme Buffa qui le dit. Donc voilà, mais c'est vrai que nous, de notre partie, on n'enlève rien à Ambri-Piotta. Mais à Fribourg-Lausanne en quart de finale. Ah, mais de un, on s'assure d'avoir un club roman en demi-finale. Déjà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. De deux, je veux dire, il y a une confrontation directe, un derby qui... Et les confrontations de la saison ont été serrées et disputées, donc... Ça ne peut qu'être le scénario rêvé pour nous, évidemment, d'avoir un Lausanne-Fribourg. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec les affirmations comme quoi Fribourg était fatigué à la fin de la saison parce qu'ils ont eu une fin de saison assez relaxe. Moi, je pense que c'est entre les deux oreilles, c'est une question de confiance. Puis, je suis d'accord avec Régis qu'une série ne se joue pas sur le premier match. Par contre, Fribourg doit rentrer dans ce premier match avec le couteau entre les dents pour reprendre cette confiance, enfin marquer un but. C'est ce que devait faire Lausanne contre Ambry aussi. Je te rappelle que c'est compliqué jusque-là. Hein? C'est 3 matchs de suite, Fribourg sans marquer de but. Donc, mais regarde ce que Zug a fait en fin de saison régulière. Nous, on se focalise beaucoup sur les romans, mais Zug, ils n'en ont pas gagné beaucoup plus des matchs non plus. Hein. Donc, on a l'impression que cette première place n'intéressait ni l'un ni l'autre. La différence entre la première et la deuxième position, ce sera joué finalement sur une défaite en prolongation contre Zurich. Parce que Zug est allé chercher un point et repassé devant. Mais sinon, ils ont perdu aussi, je pense, 5 matchs de suite. Ouais, puis Fribourg, c'est pas pour non plus minimiser les 6 défaites, mais ils sont tombés aussi contre beaucoup d'adversaires qui avaient besoin de points aussi. Ils sont tombés contre Ambry, ils sont tombés contre Lausanne, ils sont tombés contre Davos. Donc, qui a joué Davos d'ailleurs. Moi, je commentais ce match-là. Davos a joué un solide match. Un très, très bon match fermé. Ils ont empêché Fribourg de rentrer au centre, empêché Fribourg d'avoir des tirs de l'enclave, des tirs dangereux. Ils prenaient les rebonds. C'était un match parfait pour Fribourg, ce dernier match pour Davos plutôt, ce dernier match de la saison contre Fribourg. Mais on parle que Genève est plus physique que Lausanne. Par contre, Elner, hier, avec sa charge sur Divergère, était très solide. Et si les défenseurs de Lausanne commencent à frapper des joueurs de Fribourg de cette façon-là, ça peut peut-être être un tournant dans une série. Et de voir Edner comme ça, dans la légalité, parce qu'il n'y a rien qui est tombé, il n'y aura pas de suspension à moins d'une surprise. Et on en a parlé beaucoup. Apparemment, la Ligue aurait pris parti que la charge était correcte. Et c'est d'ailleurs ce qui ressortait sur le plateau. Nos intervenants disaient que c'était une charge correcte, chose que je suis parfaitement d'accord avec. Donc, mais si on commence à amener cet aspect physique aussi dans le jeu de Lausanne, ça pourrait être très bon pour la suite des choses. Joe, avec des si, on met Paris en bouteille et Lausanne n'est toujours pas encore qualifié. Donc voilà, on serait impatient de voir bien sûr ce dernier match de pré-playoff demain. Prise d'antenne 19h25 pour le studio. On sera en place et on vous commentera bien sûr cette rencontre. Mais on va passer à l'autre pré-playoff puisqu'il y avait 2 affiches et que l'autre n'était pas en reste non plus. Avec des Genevois et des Luganais qui nous ont offert tout un spectacle. Vraiment, déjà, on sentait la bonne odeur des playoffs, mais des playoffs déjà bien avancés, avec des matchs très intenses, très disputés, avec des émotions, des charges, des histoires à raconter, des scores serrés. Ça aurait pu tourner de chaque côté. C'est Lugano qui s'en est sorti en sortant Genève de cette série sur le score de 2-0. Il a fallu les prolongations hier pour choisir un vainqueur finalement. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Lugano a fait toute une série, j'ai envie de dire. C'est regroupé. Chris Maxwell a réussi à mobiliser ses troupes pour préparer ce match contre Genève. Genève qui arrive avec beaucoup d'acquis, qui était une superbe équipe de cette deuxième partie de saison et tout, puis qui est tombé contre un adversaire à sa hauteur, j'ai envie de dire. Il y avait match. Et ça ne s'est pas joué à grand-chose que Genève doive mettre un terme à sa saison. Mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié ces affrontements. Il y a eu des histoires hier qui ont certainement laissé des traces qui peuvent expliquer la sortie de Tom Ernest en première période, qui avait le bras... Le bras en baudouillère à la fin du match n'a pas aidé. Sans Tom Ernest, c'est quand même pas la même équipe, faut se le dire. Il n'est pas MVP de la saison régulière élu par ses pairs pour rien et tout. Mais d'autres auraient pu prendre le leadership. Et voilà, il fallait un vainqueur. Et c'était deux beaux contradicteurs. Et peut-être le mieux organisé, le plus sérieux, mais sorti vainqueur. Plus malin peut-être aussi. Aussi. Parce que moi, je suis persuadé que Chris Maxwell a une expérience énorme.
c'est un fin tacticien, c'est un fin renard, il sent bien les choses, il connaît Genève, il connaît quasiment tous les joueurs de Genève avec toutes leurs qualités, leurs défauts. Et puis, moi, je pense que dans cette série, sans rien enlever à Yann Cadieux, mais je pense que Chris Maxorley avait un ascendant en termes d'expérience, de ce feeling. Moi, pour vous dire très honnêtement, je n'avais pas parié un copec sur Lugano avant la série. Pourquoi ? Parce que je les ai vus encore lors du dernier match à Bienne. J'ai discuté avec Romain Lefeul. Il était vraiment très déçu de la manière dont l'équipe jouait ces derniers temps. C'était pas faute d'essayer, même s'il savait qu'il serait 9e. On le ressassait quand même des choses d'un point de vue tactique qu'ils n'appliquaient pas. Ils étaient pas dans le coup tous ces derniers temps. Et puis tout à coup, le fait de se retrouver dans un match plein d'émotions, parce qu'entre Lugano et Genève, il y a toujours eu une forme de rivalité. C'est pas un derby, mais quand même, je ne sais pas pourquoi dans ces matchs, c'est toujours un peu chaud. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est remonté à la surface. Chris Maxorley a su tirer le meilleur, et puis peut-être que son équipe a enfin appliqué son système qui demande beaucoup, où on sait que c'est pas toujours facile de faire adhérer chaque joueur durant les 52 matchs de saison régulière. Et je pense qu'en play-off, on a une vraie équipe qui a fait les sacrifices. Ça m'a surpris. Et je pense que ça explique beaucoup pourquoi ce Genève, qui était sur une phase quand même très positive, sur un excellent trend, s'est heurté à une équipe qui était finalement à son niveau, tout simplement. Parce que très clairement, ce match, c'était un match de quart de finale. Ça, on pouvait tout à fait avoir le 4e contre le 5e. Je pense qu'on aurait eu une opposition un peu du même style, avec deux équipes d'un même niveau, d'un excellent niveau. Clairement, elles valent mieux que la 8 et la 9e position qu'elles ont eu au classement de la saison régulière. Puis après, ça se joue sur quelques détails. Une erreur du gardien, un big save, la sortie de Tom Ernest, quand même, je pense clairement que ça a pesé très très lourd dans la balance, même s'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, le défenseur qui est le meilleur n'était pas sur la glace. Hein. Quand même, je dirais que Muller, c'est pas le Défensivement défenseur. parlant. Oui, on s'en passe pas comme ça. C'est pas du tout le même registre que Tom Ernest, c'est clair, mais je pense qu'il ne faut pas non plus que mettre ça sur l'effet Tom Ernest. Il était là lors du premier match, son équipe n'a pas gagné, et hier, il a quand même manqué, parce que sur la fin, il y a un vrai plus. J'ai envie de dire, Régis, aussi, ce qui change le visage de Lugano ces dernières semaines, c'est les arrivées d'Abdelkader, de Shane Prince et le retour de Schlegel au jeu. Je sais pas, ça c'est quand même beaucoup d'explications qui font... Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. On ne résume pas une équipe à 2 joueurs ou à 3 joueurs. Mais tu vois, tu perds Tom Ernest. C'est un dur coup pour Genève. Moi, Abdelkader, je l'ai vu jouer toute la finale de la saison dernière, le Zouk Genève, et il était tellement dérangeant. Je l'ai trouvé... Non, c'est plus un joueur rapide. C'est pas le meilleur coup de patin. Mais en play-off, c'est son style de jeu. C'est ce qu'il aime faire, déranger l'adversaire, être devant le net. Il fait peur, il fait mal. Il fait mal, et on l'a vu avec Tom Ernest hier. Son but d'ailleurs, Abdelkader, il est où? Devant Gauthier Desclous. Il passe devant au bon moment, et personne ne lui touche devant le filet. C'est un gars malin, c'est un gars rusé devant la cage, dans les espaces clos. Il est solide, il utilise bien son gabarit, qui n'est pas le plus gros gabarit, qui n'est pas le plus grand, le plus gros, mais il utilise très bien sa force. Et Schlegel devant le filet aussi, je pense que ça a donné une espèce de deuxième souffle à Lugano, justement, pour, après une fin de saison peut-être décevante pour eux, une 9e place aussi décevante. Ah oui, non, mais il y avait des ambitions énormes. Il y avait des ambitions énormes. Tout a été décevant un peu cette saison du côté de Lugano. Mais là, on dirait que c'est une espèce de process, mais on arrive au bon moment. Et on bat un Genève Servette qui n'a que lui à blâmer. On va se le dire, là. Pas nécessairement pour les 2 défaites, ça a été des matchs serrés qui auraient pu tourner d'un côté comme de l'autre, mais pour l'ensemble de la saison. On fera le bilan dans quelques instants. Ouais. Hein, mais... Et d'ailleurs, on a un des commentaires de Quentin, et je voulais l'avancer aussi. Qui nous dit... Très bon commentaire. C'est le 6 novembre que... Voilà. Et c'est sûr que c'est une défaite qui reste dans la tête des Genevois. Il menait 3-0 à Joie. Je crois que c'est toi, Régis, qui commentait, si je ne me trompe pas. C'était Auvernais. Et c'était Auvernais, oui. Et à Joie qui remonte. Et tu perds en tir de barrage. C'est
une défaite, c'est 2 points perdus. Est-ce que ces 2 points-là auraient fait passer Genève en play-off? La réponse est oui. Ils en ont perdu plus que 2 contre Ajoie. Hein, donc, oui, voilà. Mais c'est ce genre... Mais tu es en plein contrôle d'un match, tu perds 2 points comme ça. C'est les points perdus en début de saison ils ont qui perdu fait le que coach. Genève... Exactement. Mais ça fait que Genève n'a que... les joueurs n'ont que à blâmer sur cette décevante, disons-le, décevante défaite en pré-playoff. Ils ont un peu joué à la loterie aussi. C'est vrai qu'il y a eu des blessures en début de saison, mais ils ont un peu joué à la loterie parce que l'équipe, elle n'avait pas l'air très concernée quand c'était pas Témon. Clairement, on ne sentait pas une équipe qui avait la même envie qu'elle a eue une fois que Yann Cadieux a repris les rênes au mois de novembre. Donc, je pense que c'est à cause de ça, à cause de ce début de saison, qu'elle s'est retrouvée en situation inconfortable, qui est les pré-playoffs en position de 7 et 8. Parce que moi, j'appelle ça être en position inconfortable désormais avec ce système qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Elle avait largement les moyens, l'effectif pour terminer mieux que ça. Il fallait commencer pas avec 1 point par match parce que jusque-là, je me rappelle, c'était 23 matchs, 23 points quand il y a eu le changement d'entraîneur. Donc, c'était vraiment très mauvais, on va dire, pour une équipe ambitieuse. Elle le paye là. Elle aurait dû terminer, non pas même dans les 6, parce qu'il manque au final qu'un seul point à la moyenne de points par match. J'ai calculé, s'il y avait 1 point de plus, c'était même là, il fallait gagner contre Lausanne, non pas en prolongation, mais dans le temps réglementaire, ça aurait pu combler les manques. Elle se retrouvait dans les 6. Si elle avait joué depuis le début de la saison, comme elle était capable de le faire, eh bien, elle terminait clairement dans les 5 premiers, et puis on n'en parlerait pas comme on parle maintenant. Mais voilà, ça se joue après à la loterie. C'est ce que nous dit Quentin dans le chat, qui est un supporter genevois de premier plan, qui nous dit que, au vu de la remontada, il est très content de ce qu'il a vu de Genève Servette, de cette deuxième partie de saison, qui a terminé sous Cadieux quand même avec 2,2 points par match, qui était une superbe équipe en 2022. Mais qu'il est frustré et qu'il a un petit goût amer quand même dans la bouche de se faire éliminer de cette manière en pré-playoff, alors qu'il y avait quand même tout qui était à disposition pour pouvoir se qualifier puis espérer après, et qui dit qu'il est plutôt rassuré pour l'avenir aussi. C'est vrai que l'équipe ne va pas trop bouger et tout, mais il dit qu'Abdelkader, encore pour terminer avec les remarques de Quentin, c'est un joueur qui déteste, mais qu'est-ce qu'il a fait mal à Genève Servette sur ces 2 matchs. Et j'ai presque envie de te dire que oui, Tom Ernest ne fait pas toute une équipe, mais d'autres leaders ont aussi été en dedans, des Winnick, des Phil Poula, ces joueurs qui doivent normalement, de par leur expérience, aussi tirer l'équipe par le haut, n'ont pas pu se mettre en vitrine, certainement bien muselés par l'adversaire, mais pas eu le rendement attendu et escompté. Mais tu vois, moi, Valtteri Filppula, je le connais évidemment beaucoup de la NHL, je sais qu'est-ce qu'il peut amener. Moi, personnellement, j'ai été déçu de son degré d'implication. J'en aurais attendu plus de joueurs-là, et c'est en toute réserve parce que les statistiques sont là. Il a des matchs avec beaucoup de points, il a tout près d'1 point par match. Oui, les statistiques, c'est bien beau, mais Filppula, c'est aussi un joueur qui excellait défensivement. C'est un joueur qui était hyper responsable. C'était un leader. Est-ce que j'ai vu le Filppula que je connaissais toute la saison à Genève? La réponse est non. Oui, il réussit à marquer des points avec Winnick, c'était une belle combinaison, mais j'aurais attendu peut-être un peu plus de leadership, justement qu'il se lève dans les bons moments et surtout qu'il soit impliqué défensivement, les back-checks, tout ça. Parfois, et c'est drôle parce que les back-checks, parfois, on les voit un peu... nous, on les voit quand on est en patinoire, on les voit pas nécessairement à la télé parce que c'est derrière le jeu, parfois, qu'on voit l'implication du joueur quand il revient lors d'une contre-attaque rapide. Et j'ai pas toujours vu Filppula très impliqué. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'implication de sa part. Donc oui, il y a des leaders qui manquaient un peu. Je reviens quand même avec Quentin qui a dit que selon ses informations, selon ce qu'il a entendu, Winnick et Filppula jouaient contre Patrick Aymon à un certain moment. Il n'y a pas que ces 2 joueurs-là. Moi, je me souviens d'une entrevue qui en disait très long d'Henrik Tom Ernest. Henrik Tom Ernest qui habituellement n'est pas le plus bavard. Et il a simplement dit, ça fait du bien d'avoir un nouveau message dans le vestiaire. Quand un joueur dit ça, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que le message qui était véhiculé dans le vestiaire tout le début de la saison ne passait plus. Pourquoi il passait plus? Ça, c'est vraiment la grosse question. Mais ça veut dire que les 2 premiers mois de la saison, ce message-là n'a pas passé et les joueurs ne jouaient pas en équipe, ne jouaient pas avec le coach, ils jouaient contre le coach. Donc, ça peut expliquer aussi un peu la déception de Genève.
qui, disons-le, ont été la deuxième meilleure équipe du championnat à partir de la mi-saison. Ouais. Mais malheureusement, les points perdus en début de saison, le 23 points en 23 matchs, c'est inacceptable. Et malgré la belle remontée, c'est une belle histoire, mais les pré-playoffs, c'est impardonnable. C'est la jungle. 3 séries de pré-playoffs pour l'instant qui sont terminées, comme tu l'as dit, Régis, un peu plus tôt. 3 séries de pré-playoffs qui sont terminées. C'est toujours l'équipe qui est le moins bien classée qui passe. À voir, est-ce que Lausanne va changer cette tendance? Mais pour l'instant, c'est assez... les clubs vont commencer de plus en plus à vouloir éviter ces pré-playoffs si pré-playoffs il y a encore dans les prochaines saisons. Bon, Non, pas forcément. Ils peuvent chercher plutôt la 9e, 10e place plutôt que la 7e ou la 8e. Et c'est là que l'histoire s'écrira différemment, on connaît l'histoire. Dans le chat de discussion, il y a beaucoup de nos fidèles abonnés qui ont commencé déjà à dresser le bilan. On en parle un petit peu sans vraiment l'aborder. Mais pour toi, Régis, qu'est-ce qui a été finalement la grosse satisfaction et peut-être ta ou tes grosses déceptions de l'année quand on parle de Genève? Dans l'ensemble, c'est plus de déception que de satisfaction. Moi, ce qui m'a un tout petit peu déçu, c'est que j'ai pas trouvé beaucoup de joueurs qui sont sortis du lot, surtout les joueurs suisses, je dirais. Les étrangers ont été, on peut nuancer avec Phil Poula peut-être, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont fait plutôt une bonne saison. Alors après, oui, on peut parler les Pokémon, les Pocadieux, on peut différencier, mais dans l'ensemble, c'est difficile de dire qu'ils auraient dû faire nettement plus. Par contre, il y a des joueurs suisses qui m'ont laissé sur ma faim. Je pense à un Vermin, même un Rode. Alors, il a été embêté avec les blessures. Il a commencé la saison blessé. Il est revenu. Il a à nouveau été blessé. Ça peut expliquer qu'il n'ait pas réussi à sortir une grosse saison. Pouliot, je ne sais pas s'il faut le mettre dans les étrangers ou les Suisses, mais au final, lui aussi m'a un peu déçu. Je cherche les vraies satisfactions de joueurs suisses et j'ai de la peine, peut-être qu'en défense, il y en a quelques-uns qui ont confirmé. Le Coultre, un Carrère, j'ai rien à enlever à leur saison. Mais je trouve offensivement, on attendait peut-être un Smirnov au tournant, on ne l'a pas vu. Richard a fait la saison à peu près qu'on attendait de lui. Je pense que lui n'a pas grand-chose à se reprocher. Il a commencé blessé, il est parti vraiment de tout en bas pour finir quand même à un bon niveau. Ouais. Voilà, et puis après, il y a encore eu l'histoire des gardiens où ça a été pénalisé par les blessures. Je pense qu'un Gauthier Desclous reste une valeur sûre quand il est en santé. Mais bon, est-ce qu'on verra un jour Gauthier Desclous commencer la saison en forme et la terminer sans avoir eu de blessures, de coups de moulis à ça? Aujourd'hui, la question elle est ouverte. J'ai plutôt envie de répondre non que oui. J'espère sincèrement me tromper parce qu'il a tout l'avenir devant lui s'il est en santé. L'histoire des gardiens, ça a peut-être pas aidé quand même. Non, moi, c'est presque un des éléments clés aussi qui explique cette saison compliquée parce qu'on sait que c'est un poste clé. On le voit avec Ambry et son Juvonen. Si on avait un Desclous qui était le Desclous de l'année dernière, qui les a menés aussi à cette belle épopée avant que Manzato prenne le relais, ça aurait aidé. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, il y a eu beaucoup de mouvements aussi à ce poste-là. Bien sûr que quand Niffler est venu, ça a fait des superbes performances, mais ça n'aide pas une équipe non plus à trouver une certaine stabilité sur toute une saison. On était quand même parti sur un duo de gardiens qui, pour certains dans le chat, était un vide, un gag, mais pour d'autres, pari. De mettre Charlin aussi numéro 2, c'était, et on l'a dit en plateau et on le redit aujourd'hui, un peu risqué et peut-être précipité de l'amener là. Ça ne s'est pas bien passé dans ses sorties et derrière, il a fallu bricoler. C'était un pari intéressant, peut-être trop tôt. Moi, j'ai été le premier à applaudir la décision de signer à long terme 2 gardiens de produits genevois à long terme, parce que oui, c'est les 2 gardiens d'avenir. Et Stéphane Charlin n'est pas un mauvais gardien, et éventuellement, il va être un très bon gardien en National League. C'était peut-être que trop tôt, et dans le tourbillon négatif du début de saison, on aurait eu besoin d'un Manzato. Peut-être qu'il n'aurait pas gagné des matchs. Il n'aurait peut-être pas connu la même histoire que l'année dernière. Mais simplement d'avoir l'expérience de reposer Desclous, d'avoir l'expérience d'un vestiaire. C'est un bon coéquipier, c'est un gars qui était apprécié, c'est un gars qui travaillait bien avec Desclous la saison dernière. Mais la décision a été prise
au début de la dernière saison. Donc, c'était une décision qui a été peut-être choisie un peu trop tôt parce que Charlin a été laissé à lui-même en Swiss League la saison dernière. Et bon, oui, on peut pointer ça du doigt, mais moi, j'ai l'impression, après Desclous, la défense était très mauvaise de Genève en début de saison. Desclous, oui, il a concédé des mauvais buts, mais oui, il recevait des chances A1 aussi contre lui. Est-ce que l'année passée, il faisait les arrêts sur ces chances-là, les chances de grande qualité? C'est impossible. Parfois, oui, mais tu peux pas non plus tout arrêter. Il y a Quentin qui dit Vermin a été très bon. C'est une grosse perte pour Genève. Oui, c'est une grosse perte pour Genève. Oui, Vermin a été bon sur 15 matchs. Mais est-ce que Vermin a été bon sur toute la saison? Non. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été constants à Genève cette saison, qui ont eu des bons flashs, qui ont eu des bonnes semaines, mais une équipe où tout le monde était en forme, bon, évidemment, ça n'existe pas, tu peux pas avoir tout le monde en forme, mais j'ai l'impression que ça a été beaucoup par séquence à trop de joueurs. Il y a deux choses qui reviennent dans le chat sur lesquelles j'ai envie de vous entendre. Qui derrière le banc la saison prochaine? Quel profil peut-être? Et Tom Ernest n'a pas encore prolongé et on sait qu'il est extrêmement convoité par à peu près la moitié de la planète. Il a encore un contrat la saison prochaine. Oui, mais je veux dire, c'est aussi quelque chose qui peut commencer à inquiéter peut-être, tu vois, de te dire qu'on commence à spéculer autour de ton joueur vedette et d'essayer de le faire venir, de le convaincre d'aller signer ailleurs et tout. Donc voilà, qui déjà derrière le banc peut-être? Pour répondre simplement avec Tom Ernest, on a entendu Gauchi au micro de MySports pendant un match. Il nous a dit, avec Tom Ernest, on a dit qu'on reprendrait le dossier à la fin de la saison. On va laisser les playoffs, cette fin de saison, ce sprint final. Je pense que humainement, personne ne peut se dire « Ah oui, il temporise et c'est pour ça ». Ça se passe à peu près partout comme ça quand même. On ne discute pas contrat à la veille d'un match super important. Donc, je pense que le dossier il va être repris. Moi, je ne vois pas pourquoi il changerait d'air. Bon, voilà. Je vous donne mon sentiment sur Tom Ernest. Maintenant, sur le coaching staff. C'est vrai qu'on se rend compte qu'à Genève, on a des ambitions, on fixe des objectifs qui ne sont pas clairement toujours avoués, mais qu'on suppose assez hauts. Est-ce qu'on va juger ceux qui ont été derrière le banc sur la fin de saison sur leur aptitude à gagner les quelques points qu'il fallait ou aller les perdre comme à Porrentruy 10 jours avant la fin du championnat? Est-ce qu'on va les juger sur la moyenne de 2,2 points par match ou au contraire sur 0 victoire en 2 matchs de pré-playoff? Ça, je pense que nous, on n'est pas dans le secret des dieux. On sait juste qu'il y a de l'intérêt pour chercher quelqu'un d'autre, un autre staff. Ça, on l'entend. J'ai entendu notamment circuler des bruits concernant la Suède. Est-ce que ça va finalement se faire ou pas? Je pense que nous, on n'est pas à même de répondre à cette question. Mais clairement, il n'y a rien qui est fait concernant ceux qui sont en place sur cette fin de saison, qui ont encore un contrat pour la saison prochaine, mais ça veut pas dire grand-chose. Hein. Non, ça c'est sûr, mais Yann Cadieux a aussi démontré qu'il avait des prétentions à pouvoir rester en place, même si des fois on le sait dans ce monde cruel qu'est le hockey sur glace, c'est pas toujours l'entraîneur qui arrive à remonter l'équipe ou qui l'amène au titre comme ça avait été le cas avec Lars Leuenberger par le passé et tout, qui reste en place. Des fois, les instances dirigeantes du club veulent autre chose, veulent amener peut-être des idées différentes et c'est ce qui pourrait coûter la place à Cadieux peut-être. Est-ce qu'il mérite de garder son poste avec ce qu'il a fait cette saison? Oui. Est-ce que la décision est prise depuis un bout de temps de le remplacer? Il y a des rumeurs qui pointent dans ce sens-là, mais on n'a aucune confirmation pour le moment. Oui, il y a des coachs suédois qui font partie des rumeurs du côté de Genève. Pour la prochaine saison, c'était quoi vraiment les objectifs? Parce qu'il ne faut pas oublier là, que Serge Pelletier a été congédié à Lugano parce qu'à Lugano, on voulait Chris McSorley, on l'avait ciblé, même si on a fait miroiter que « Ah non, on n'a toujours pas, on est en discussion », on voulait Chris McSorley. Et à Genève, si on a décidé, si les instances de l'équipe ont décidé qu'on voulait aller chercher ce coaching staff suédois, je pense que Yann Cadieux, peut-être à moins d'un titre, je pense pas qu'il aurait vraiment été de retour. À voir. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment du côté de Genève, ça grouille beaucoup.
Est-ce qu'il sera de retour? Moi, je lui souhaite avec ce qu'il a fait. Je souhaite à tout le coaching staff mérite de rester avec la fin de saison qu'ils ont connue. Est-ce que la défaite en pré-playoff est décevante? Oui, mais je pense pas que tu peux Elle vraiment... résume ce qu'il y a eu avant. Exactement. Je pense pas que tu peux résumer la saison de Genève à ces 2 défaites-là, du moins au moment où Yann Cadieux a pris la tête de l'équipe. Ce sera très intéressant de voir. Je vois que dans le chat, on parle beaucoup de Linus Omark. Si on amène un coach suédois, est-ce que ça pourrait aider à ramener Linus Omark? Fort probablement. Faudrait peut-être nous payer un voyage en Suède pour qu'on puisse aller le rencontrer et pas sûr qu'on revienne avec une information parce que ça spécule beaucoup sur un retour ou pas de Linus Omark comme il l'avait annoncé, d'avoir une année de break pour des raisons familiales et de revenir honorer son contrat. C'est vrai que le coaching staff, s'il est suédois, ça peut changer la donne dans les attentions de Linus Omark. Oui, si c'est vraiment sa situation familiale, et je crois que c'est sérieux comme information, c'est pas des spéculations, que le coach soit suédois, finlandais, suisse ou canadien, ça va pas changer sa décision, ça va se décider en famille, et puis c'est là que va se jouer l'avenir de Linus Omark. Mais ça dépend quand même, parce que si les raisons familiales, il n'y en a plus, et qu'avec Patémon, ça ne collait pas, ou avec Yann Cadieux, ça ne collait pas, parce que Cadieux était quand même derrière le banc quand Omark y était, peut-être que d'avoir un coach qu'il connaît de la Suède pourrait le convaincre de revenir. Bon, parce que c'est sûr qu'ils peuvent s'entendre entre les deux pour décider de ne pas revenir ou non. C'est difficile à dire à ce moment-ci. C'est compliqué à gérer un Omark. C'est compliqué à gérer un Omark. Quel que soit le coach, c'est pas simple. Non. C'est un joueur qui joue à l'envie, qui aime faire la star, qui aime... voilà quoi. Moi, j'entends dire que dans un vestiaire, il faut gérer ce genre de joueur. Et je suis pas convaincu que ça ait une importance capitale. De toute façon, ce sera pas simple avec lui. Non. Ah, mais Omark la saison dernière, avait beaucoup d'informations à Genève que dans le vestiaire, ça allait pas. Et Patémon a jamais vraiment réussi à l'encadrer, à le faire rentrer dans les rangs. C'est vraiment une bibite à part, Linus Omark. C'est sûr. Donc ça, on saura les prochaines semaines. On va laisser peut-être le temps à Genève Servette de digérer forcément cette fin de saison abrupte avant d'annoncer un petit peu les prochains mouvements. Et je vais juste répondre à Joachim sur le chat. Est-ce que tu choisis ton coach pour une saison de Omark? Pas convaincu. Je dis pas qu'il choisirait un coach suédois pour Omark, mais je dis juste que si Genève a décidé d'aller dans le sens d'un coaching staff suédois pour des raisons qui leur est propre, peut-être qu'Omark serait porté à revenir avec un coach qu'il connaît, qui vient de chez lui et tout, derrière le banc. Je dis pas qu'ils ont engagé un coach pour faire revenir Omark, ça, jamais de la vie, Genève ferait quelque chose du genre. Voilà, on a fait un petit peu le bilan de ces pré-playoffs, encore un match demain à vivre, le bilan de la saison de Genève Servette. On va un petit peu se diriger maintenant à l'échelle inférieure, parce que les playoffs la battent leur plein en Swiss League. Et on peut faire le point sur la série, déjà les séries de quarts de finale qui sont en cours en Swiss League. 4 matchs disputés, Cloton déjà qualifié pour les demi-finales. Les 3 autres, eh bien, c'est le même score, c'est 3-1, que ce soit pour la Chaux-de-Fonds face à Viège, pour Holton face à Sierre et pour Turgovie face à Langenthal. Ce que je retiens là-dedans, c'est que la qualification de Cloton, elle est logique en 3 rencontres. On l'attendait face à Grasshopper. Je pense qu'on peut passer directement à la page suivante, à la page des demi-finales. Ça n'a pas été la... minimaliste, voilà, minimaliste. C'est le mot que j'utiliserais. Une mise en marche tranquille. Convaincu. Voilà, mais tellement convaincu de sa force qu'il se donne que dans les 10 dernières minutes, si je résume, et puis il les gagne sur la fin pratiquement tout le temps, mais il les gagne, donc on peut difficilement dire qu'ils ont tort. Pour voir le vrai Cloton, je pense qu'il faudra repasser pas avant les demi-finales pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs à disposition. Ça, c'est la certitude que l'on a. Voilà, mais je pense pour Cloton, c'est un peu trop rapide. Régis, avant que tu passes à la suite, j'ai presque envie de te dire, il y a tellement de monde qu'il faudra aussi gérer ça pour le coaching staff, parce que l'effectif est tellement énorme, parce que les ambitions le sont aussi, qu'au bout d'un moment, quand ça va commencer à devenir peut-être plus serré et disputé, ton vestiaire... Tu finis par gérer des égos peut-être aussi. Ah bah, clairement, c'est une gestion du personnel qui ne doit pas être évidente. Je pense qu'il y a bien des entraîneurs qui ne souhaiteraient pas se retrouver dans une telle situation. Il y a un moment donné où il ferait mieux de dire « Bon, les 3 là, de toute façon, vous ne jouerez plus. Partez en vacances et puis on s'entraîne plus qu'à 28 au lieu d'être 32, quoi, si je résume. C'est à peu près ça, quoi. Mais bon, ils ont quand même pas mal de
petit pépin. Cloton ne communique absolument rien, mais on sait qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont plus disponibles, non pas qui sont retranchés, mais qui sont simplement blessés. Et ça explique aussi pourquoi ils ont fait toutes ces acquisitions de licence B. Mais en tout cas, ça ne doit pas être simple tous les jours de gérer les égos et devoir dire à certains, voilà, je fais venir celui-ci parce qu'il a fait la saison en Liga, donc toi tu t'en vas et tu regardes le match depuis la tribune. Ouais, je pense que c'est pas tous les jours drôle. On ne sait peut-être pas tout encore de toutes les licences B qui peuvent être activées, hein. Ça pourrait encore bouger et tout, Ouais. et Cloton comme Holton pourrait peut-être être renforcé. Mais on te laisse développer. Vas-y, les autres séries, Régis, quelles impressions elles t'ont Bon. donné jusque-là? Alors, je dirais que sur le reste, il y a pour moi une surprise, c'est de voir que Turgovie mène 3-1 face à Langenthal. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Pour le reste, demi-surprise quand même dans la série entre La Chaux-de-Fonds et Viège. Je pensais quand même que Viège était capable de monter un peu son niveau et d'être plus accrocheur face aux Neuchâtelois. Pour moi, c'est clairement une équipe qui n'y arrive pas, qui plafonne, qui donne l'impression de tourner en rond. Et pourtant, si vous regardez l'effectif, elle a absolument rien envié à son homologue des montagnes neuchâteloises. Je pense qu'il y a de la profondeur, il y a de quoi faire dans cette formation. Mais ben voilà, pour l'instant, ça ne veut toujours pas. Puis en face, il y a une équipe de la Chaux-de-Fonds qui a fait un championnat plutôt régulier, qui a bien terminé, qui a été un contradicteur solide quand il affrontait les ténors qui étaient Cloton et Holton. Et au final, ben, il est là avec probablement un peu plus de confiance et de certitude que son adversaire. Peut-être un petit peu moins de talent, mais une équipe qui joue vraiment en équipe, qui a un bon système, qui, bon, pour l'instant, a encore un point où je mettrais un point d'interrogation, c'est devant le but, parce que la Chaux-de-Fonds espérait bien avoir Östlund. Il n'est pas là. Ça se passe avec Eberhardt et Cervinho, un très jeune gardien, prometteur certes, mais je ne pense pas que c'est avec lui que les Chaux-de-Fonniers peuvent gagner tous les matchs jusqu'à avoir le titre. Et puis Eberhardt, il est pas mauvais, mais je ne suis pas encore certain non plus que ce soit un gardien qui te fait gagner une série. Mais avec tout ça, ben, les Chaux-de-Fonniers arrivent quand même à sortir des bons matchs. Il y a toujours des joueurs qui tirent leur épingle du jeu. Et on découvre un Américain, là, Hunter Brinker, qui réussit un triplé, qui est arrivé en fin de championnat régulier à la place de Holden. Enfin, il est arrivé pendant que Holden était encore valide, mais c'est lui qui prend la place de l'excellent Norvégien. Et il fait vraiment une très très belle impression. Moi, je l'ai vu pour la première fois jouer il y a 4 jours. C'est un joueur qui a beaucoup d'atouts, du patinage, de la passe. Puis maintenant, on le découvre aussi buteur, ce qui n'était pas une évidence lors de ses premières rencontres. Donc, gros poisson, voilà, pêché par Loïc Bourcalter pour les playoffs. Tu sais ce que j'ai bien aimé de cette équipe de Chaux-de-Fonds, Régis, c'est le match que vous commentiez qui était diffusé sur MySports. Ce match, Chaux-de-Fonds se doit de le gagner. Ils le laissent filer dans les dernières minutes et puis ils se sont fait un petit peu peur. Ensuite, puisqu'il y a eu ce but, non-but sur la sirène et tout ça, et qui vont réagir en gagnant à Viège ensuite. Donc ça, c'était aussi une très belle preuve de caractère aussi, parce qu'à 2-1 dans la série, t'es quand même à la portée de ton adversaire et que Viège puisse vraiment se baser sur cette remontée pour peut-être changer les choses. Le match 4 était clairement, Régis, un tournant dans cette série. Si Viège, devant ses spectateurs, remportait ce match, là, on recommençait à y croire. Mais la Chaux-de-Fonds a très bien fait pour justement baisser un peu les croyances, j'ai l'impression, de Viège et la Chaux-de-Fonds qui joue une bonne série. Oui, clairement là-dessus, ils ont très bien fait au match 4 de justement aller gagner sur la route en plus. Faire exactement le même coup que Viège venait de leur faire. Ben, moi, plus remarquable encore, je trouve que comme ils l'avaient fait lors de l'acte 2, cette fois, ils ont été menés quasiment tout le match, 1-0, 2-1, 3-2. Acte 2, ils ont été menés de 2 longueurs, même assez rapidement. Et chaque fois, on trouve des ressources pour revenir à égalité, pour gagner, que ce soit dans le temps réglementaire hier ou lors de l'acte 2 en prolongation. Je trouve que ça montre que cette équipe, elle a vraiment de la ressource. Moi, je pense qu'elle a connu un petit accro lors du match qu'on a commenté à la Chaux-de-Fonds, où ils se sont vus un tout petit peu trop beaux
à 3-1 à 10 minutes de la fin. Ils ont un petit peu baissé leur rythme. Viège s'est un petit peu énervé. Enfin, moi j'ai trouvé que l'équipe enfin était en mode playoff, commando, où on sait qu'on doit jouer à la vie un peu à la mort, parce que là c'était quasiment ça. S'il y avait 3-0, je pense que l'affaire aurait été entendue dans cette série. Mais les Chaux-de-Fonds, à part ces 10 minutes-là, ils ont quand même jusqu'à présent une sacrée maîtrise et de la ressource. Tu sais, Régis, on se balade quand même pas mal dans ces patinoires de Swiss League et dans ces playoffs, on parle beaucoup avec des gens du milieu et tout, puis on nous dit que c'est clair que Viège a battu une équipe en allant chercher des top scorers un petit peu partout chez les autres. Ils ont pris Chirayev, ils avaient pris Melvin Merola, il y a quand même 2 étrangers qui sont pas n'importe qui avec Clazen et Olofsson et tout, mais au final, ils ont oublié de constituer ce qui est le collectif, l'esprit de groupe, l'état d'esprit, et que ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné l'année passée, et que c'est en passe quand même d'être compliqué. Donc, est-ce qu'à Viège, finalement, on avait peut-être trop d'ambition, puis qu'on a voulu se donner les moyens en faisant venir des bons noms, des joueurs sur lesquels on pouvait s'avancer sur les statistiques, et qu'on a oublié l'essentiel? Ouais, mais je pense que c'est clairement pas un groupe qui est constitué, j'ai envie de dire, de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut aussi des porteurs d'eau, il faut des joueurs de devoir, il faut des stars. Il y en a à Viège des stars. Il y a probablement même des trop grosses stars pour la Swiss League, comme un Linus Clazen. Je ne suis pas convaincu que ce soit un joueur pour cette ligue. Moi, j'ai toujours pas cette impression qu'il. Ouais, je sais pas, je le sens pas dans son élément. Il y a Julien Mété qui te pose la question, Régis, est-ce que les arbitres n'avaient pas moyen d'aller voir la vidéo sur ce fameux but à la 60e? Nous, on a la conviction, puisqu'on a revu les images et puis que ça a été confirmé après pendant la pause aussi, que le but n'était pas, le puck n'était pas rentré dans le but et que la sirène a retenti après. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on commente un match, on a le casque sur les oreilles. Et on a entendu le bruit de la sirène vraiment au moment où le puck passait la ligne et le filet tremblait. Mais je pense, et c'est visiblement tout ce qui est ressorti de ce que j'ai pu retirer pendant la pause, c'est que sur la patinoire, que ce soit le banc des joueurs, le public, tout le monde a entendu la sirène au moment où le puck était frappé par le joueur. Donc, il n'y a pas eu de contestation à Viège. Tout le monde est reparti sur le banc, mais des moyens vidéo, il n'y en avait pas, parce que contrairement à la Liga, ils n'ont pas un chrono qui est synchronisé avec l'horloge officielle. Sachez que les temps, ils sont pris à la main. Hein. Il y a une personne elle est payée pour stopper et le redémarrer à chaque arrêt de jeu. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des petites différences d'1-2 secondes qui sont des explications tout simplement humaines. Là, moi, tout ce qu'on a pu faire, c'est demander à notre quart qui faisait la production de réécouter sans le moindre bruit parasite de commentaires ou comme ça, le bruit de la sirène et les images. Et en synchronisant tout ça, on nous a dit clairement la sirène elle a retenti avant que le puck rentre. Voilà. Évidemment, on se réjouit d'avoir la Chaux-de-Fonds peut-être en demi-finale. Du moins, ils mènent la série 3-1. Mais Régis, on doit quand même parler de Sierre tire de l'arrière 3-1 dans sa série contre Holton, ont quand même réussi à gagner le dernier match. Mais je dirais que la logique est respectée là, parce que Holton, déjà que c'était une force cette saison, bénéficie de beaucoup de très bonnes licences B aussi. Et je pense que les espoirs de Sierre étaient quand même pas très grands dans cette série. Avant que Régis parle, parce que c'est notre spécialiste, je vais peut-être donner mon avis aussi, vu que j'ai pu aller à Graben. C'est toi qui as fait Sierre. Voilà, j'ai pu aller à la Graben avant le match, avoir des informations, après le match faire un débriefing, parce qu'on est toujours très bien accueillis quand on va dans ces patinoires de Swiss League, les joueurs, le coaching staff, les dirigeants, tout le monde veut parler, est content de nous voir aussi et tout. Puis on a pas mal d'informations, hein, quand même ça, on ne doit pas se le cacher, donc c'est aussi assez agréable. Et avant l'acte 2 qu'on a commenté avec Jérôme Bonnet à Graben, il y avait eu ce 8-2 qui laissait quand même Sierre avec des envies de gagner ce match à domicile, parce que ça s'était joué dans les 15 dernières minutes où Sierre n'avait plus de jus et qu'il y avait eu trop de pénalités sur lesquelles Holton s'était appuyé. Ils avaient fait du 5/7 en powerplay ce soir-là, lors de l'acte 1. Alors, on avait des envies. Et cet acte 2 était bien parti, assez bien équilibré. Les Sierrois étaient bien dans leur match, avec le public qui était aussi revenu à plus de 2000 personnes à Graben. C'est aussi plaisant, ils ont fait du bruit et tout. Mais l'impression, dès le match 2 et sur le match 3, que
en fait, Holton, quand ils voulaient, quand ils avaient envie d'accélérer, faisaient un petit peu n'importe quoi de leur adversaire. Et qu'il y a cette différence de contingent. On a fait venir des Daniel Eigenmann, Mathias Yogi, Larry Leger, qui ont tous des expériences de National League à Holton, alors que Danny Jelina, avec son HCCR, aimerait bien avoir des Guillaume Maillard, des Edmond Régis, Krakowskas, Arnold, les Lausannois, quoi. Voilà, des joueurs sur lesquels il a pu s'appuyer qui ne peuvent pas venir maintenant et tout. Donc l'effectif est plus restreint et tout ça. Mais vendredi, après le studio que Danny a fait chez nous en National League, on a quand même bien discuté. Puis il avait quand même une petite idée de se dire j'ai encore une carte à abattre pour essayer de battre Holton une fois. Ils l'ont fait à domicile. Mais j'ai presque l'impression que c'est le chant du cygne et puis que ça va permettre à Holton de clore la série ce soir parce que voilà, il y a eu un ouf de soulagement. Sierre l'année dernière a été éliminé 4-0 par Holton. Cette année, ils ont gagné un match. Leur saison est réussie. Ils se sont sortis des pré-playoffs. Ils sont allés en playoffs. Ils ont battu une fois Holton. La force est de constater qu'en parlant avec le public, en parlant avec Danny, en parlant avec les joueurs aussi après le match à Graben, il n'y a pas photo sur la qualité qui est en face. À toi, Régis, maintenant. Ouais, non, mais pour moi, c'est une série clairement déséquilibrée, presque autant qu'un Cloton-Getse. Je pense que si Sierre réussissait à remporter le match de ce soir, ce serait vraiment une énorme performance, mais je ne le conçois pas vraiment. Parce que moi, je pense que Sierre, c'est deux lignes, c'est deux bonnes lignes, mais derrière, on est limité. On a un contingent qui est pas suffisant pour briguer une place dans un top 6. Et je pense que le classement, il reflétait bien les forces en présence. L'année passée, Sierre avait réussi à se qualifier directement pour les playoffs. C'était un vrai exploit. Cette année, ça n'a pas fonctionné. En plus, je ne veux pas taper, mais je pense qu'un Beauregard était loin de compenser tout ce qu'a amené Guillaume Asselin la saison passée. On n'est pas au même niveau des étrangers. Et le contingent ne s'est pas renforcé durant l'intersaison. Je pense qu'on comptait quand même sur un Monet qui n'est jamais venu. Donc, voilà, quoi. Pour moi, il y a grosso modo que deux lignes qui peuvent régater avec ce que propose une grosse cylindrée comme Holton. Je pense que Danny Jelina fait à peu près le maximum qu'il peut avec cette équipe. Remporter un match, ça fait drôlement plaisir parce que quoi qu'il en soit, l'honneur est sauf et il n'y aura pas ce 4-0. Mais là, on a affaire quand même à Holton qui a autant d'ambition que Cloton, un petit peu moins de pression, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup sur les épaules de Lars Leuenberger. Holton veut vraiment jouer sa carte jusqu'au bout, a des licences B encore dans sa manche, comme tu l'as dit. Sierre, oui, si au moins il pouvait compter sur deux de ses Lausannois, ne serait-ce que Krakowskas et Arnold, ça donnerait une troisième ligne. Ça aurait déjà un peu changé l'allure de cette série. C'est pas le cas. Je pense qu'à Sierre, l'heure n'est pas encore venue d'être très ambitieux et je suis pas convaincu que le prochain coach aura vraiment une équipe pour faire beaucoup mieux que maintenant. En tout cas, je vois pas trop comment. Il y a Vladi qui nous dit que Holton est clairement aussi une des grosses équipes bien armées de ce championnat. Il n'y a aucun doute là-dessus, Vladi. Il y a Patrice aussi qui s'inquiète de notre sécurité. Mais je dois vous dire que j'étais en parlant de la patinoire raciale. J'étais à ce match quand il y a eu cet accident de la planche de bois qui a pris l'eau, qui a cédé au moment où un journaliste descendait après le match pour aller aux interviews, qui a failli faire une chute de 5 mètres. Le journaliste a eu le réflexe d'écarter les bras et puis d'avoir qu'une jambe qui est tombée dans le vide finalement. Si vous n'avez pas lu l'histoire, vous pouvez le retrouver dans les journaux comme le Nouvelliste ou sur le Matin. Personnellement, j'étais déjà en bas aux interviews, je suis descendu rapidement et peut-être que j'ai évité la bonne marche pour pas avoir à faire ça. Et quand va arriver la nouvelle patinoire, on ne parle pas avant 2-3 ans finalement que le projet 2025, de Max Orlais se mette en place. Donc il va falloir encore un petit peu de patience. Alors bien sûr, la ville de Sierre ensuite a rassuré en faisant un état des lieux de la patinoire pour dire que la sécurité était assurée à Graben et tout ça. Mais c'est vrai que quand vous rentrez dans cette patinoire, c'est vraiment l'impression que vous avez, comme vous rentriez avant dans le Waibeux, Régis, à l'époque, avant qu'il soit rénové à Port-Rentruy, c'est ce sentiment que c'est une patinoire. C'est retour vers le futur. Voilà. Juste les couleurs déjà. Oui, c'est le jaune et le rouge. Moins 50 ans. Mais vous avez toujours une petite crise d'épilepsie quand vous rentrez. les odeurs, tout. Enfin voilà. Graben reste une patinoire mythique et Dieu sait que j'adore les patinoires anciennes et qui ont une histoire, qui ont du vécu et tout ça. Mais
Le projet de nouvelle patinoire, on peut comprendre que le club et la ville sont emballés par tout ce qui se fait et des bonnes discussions qui vont dans ce sens, mais il va falloir encore attendre en tout cas 3 ans. Il y a le commentaire de Julien qui dit qu'il y a quand même une énorme différence entre les meilleures équipes de Swiss League et les outsiders. Une plus grande différence qu'on peut noter en National League. Et c'est vrai que la National League est une ligue avec beaucoup plus de parité que la Swiss League. Il n'y a pas vraiment cette homogénéité, il y a quand même des hiérarchies assez claires. Cette saison, c'était encore pire que d'ordinaire, avec Cloughton et Holton qui se sont détachés d'entrée, qui ont compté 20-25 points d'avance, et puis l'écart était fait. Mais même si on prend l'échelon depuis la Chaux-de-Fonds jusqu'à Viège, et puis ensuite les suivants et encore les derniers, il y a chaque fois une différence de niveau. C'est vrai que ça ne s'est pas équilibré avec les années. Et, au contraire, la différence est de plus en plus criante. Cette année, ça se fait encore plus probablement parce qu'il y a cette perspective d'une promotion, de se dire que c'est la dernière année où on peut être promu sans avoir affaire à une grosse cylindrée de l'étage en dessus pour un barrage qui est loin d'être gagné à l'avance. Donc, je pense que ça s'est encore plus manifesté que d'ordinaire. Ouais, c'est sûr. Et il y a des personnes dans le chat, Georges-Henri, Julien, qui du coup ont ouvert un petit peu l'album des souvenirs en disant qu'ils avaient tous des bons souvenirs dans cette patinoire de Graben. On en a tous. Tous ceux qui sont allés à Graben ont des bons souvenirs, que ça soit Julien qui est supporter du HC Bienne et Georges-Henri, je crois, supporter Genevois. Je ne veux pas te brusquer, Georges-Henri, si ce n'est pas le cas. Hein. On vous connaît à force de vous lire et tout ça. Donc voilà, Régis, toi aussi, tu as des bons souvenirs. C'est la moindre des choses. Mais reste que ce soir, on vous propose la rencontre entre Chaux-de-Fonds et Viège. Diffusion sur MySports qui nous amène justement au programme de la semaine, vu qu'on y est. Le programme de la semaine, Jonathan, Régis, qui est chargé. Hein, je crois qu'il va falloir organiser vos soirées maintenant, puisque ça commence ce soir avec ce HCC Viège qui sera diffusé sur MySports One à partir de 19h40. Jean-Philippe Presselwenger et Steve Pochon seront aux commentaires. Demain, la décision de ces pré-playoffs avec Lausanne-Ambry. Mercredi, le début des playoffs de National League dû à ce, j'ai envie de dire, maudit Hallenstadion qui n'est jamais disponible en entier au moment crucial de la fin de saison. Donc, on a décidé d'avancer la série entre Zurich et Bienne. Jeudi, la e-National League. Vendredi, bien sûr, de la Swiss League potentielle aussi encore à venir. Jeudi, bien sûr. Hein, match 6, si ça doit continuer. Le mardi, pour revenir dans l'ordre, il y a encore la MySports League qui sera diffusée entre Hauteville et Bâle, peut-être pour une décision au 3e échelon de notre championnat. Vendredi, le premier studio avec une journée complète des quarts de finale de play-off de National League. De la Swiss League, peut-être encore pour un match 7 samedi, voire de la NHL qui sera commenté et diffusé sur MySports. Et dimanche, encore à 19h30, la prise d'antenne du studio, 20h, le coup d'envoi des matchs. Enfin, messieurs, voilà le programme de rêve, quoi. Écoute, moi, j'ai une chose à rajouter. Jeudi, je vais être de retour dans notre studio de streaming avant la e-National League, puisque Overtime NHL, on va faire le bilan de la date limite des transactions qui a lieu aujourd'hui. Donc, pour tout savoir sur, évidemment, les Suisses qui sont en grande forme en NHL ces dernières semaines, depuis le début de la saison même. Et on va également revenir donc sur toutes les transactions en vue de cette fin de saison qui s'annonce très intéressant en NHL. Et David, il y a Georges-Henri qui t'a dit que non, c'était pas Genève dont il est supporter, mais Fribourg. On va tenter de s'en souvenir pour la prochaine fois. On va se faire une liste des suiveurs habituels. Quoi qu'il en soit, messieurs, je fais un petit peu mon Chris Maxwell. Je vais commencer à surveiller vos horaires de coucher et tout. Donc après overtime, vous faites bien une sieste. Vous reposez parce que... moi, j'ai soirée web ce soir avec la Swiss League. Donc, la sieste, elle est importante et tout. Je sais qu'on sera fortement engagé, mais on adore ça. Et puis, on vous fera vivre de magnifiques émotions, que ce soit dans cette fin de play-off de Swiss League ou bien sûr dans ces play-offs de National League qui s'annoncent. Merci Régis. Merci Jonathan. Ouais, et j'ai peut-être le temps de rappeler que l'épisode, évidemment, va être disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud en rediffusion. Abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes nos actualités Overtime NHL Overtime et également les Backcheck le Talk qui ont pris fin mais qui sont tous disponibles sur nos différentes plateformes. Vous êtes beaux les gars, nous dit Jérôme Bonnet, mais ça à mon avis il espère espérer que la série va continuer le plus longtemps possible pour être au micro bien sûr
Il Swiss attend League. le retour d'ascenseur peut-être aussi. Mais oui, t'es beau mon Jérôme. À bientôt. Salut à tous. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci de vos nombreuses remarques, questions. On adore ça. Ouais, vous avez été très nombreux d'ailleurs à écrire dans le chat aujourd'hui, très actifs. Et on est prêt pour partir pour cette folle semaine. Bye bye. Bye.